Chenou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison de Y a pas d'âge, votre rendez-vous feel good tous les dimanches, dorénavant jusqu'à 13h. Oui, vous avez bien entendu, jusqu'à 13h. Avec plein de nouvelles rubriques, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine, au sommaire. Un sujet d'actualité, Y a pas d'âge pour oser en parler. Après 2 mois passés sur les écrans, nos enfants et petits-enfants sont-ils encore capables de maintenir leur attention en classe ? Il n'y a pas d'âge pour être en forme, et si la brosse en poil et soie de sanglier était notre atout forme de la rentrée. Il n'y a pas d'âge pour changer d'emploi. Les taxis G7, mesdames, cherchent des chauffeurs de taxi féminins pour avoir 3 fois plus de femmes chauffeurs de taxi dans les 5 ans à venir. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de son animal de compagnie, et si votre chien allait lui aussi à l'école. Il n'y a pas d'âge pour aimer le Made in France avec sacréfrançais.com. Les chaussures Paraboot, vous connaissez ? Derrière un nom, vous allez voir une très belle histoire. L'invité qui ne fait pas son âge sera avec nous, et cette semaine, il s'agit de la surprenante Virginie Lemoine qui vient de mettre en scène au studio Héberto le comédien Didier Constant dans la pièce « Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri ». Et on a eu un coup de cœur cette semaine, on vous dira tout sur ce coup de cœur, la comédie musicale de Bernadette de Lourdes. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, y a pas d'âge. Il est impossible aujourd'hui d'échapper aux écrans, téléphones, tablettes, ordinateurs. Nous sommes constamment sollicités, voire obligés d'y passer quotidiennement, évidemment, du temps, alors pour le travail. Mais en plus, il y a pléthore d'applications divertissantes qui attirent notre attention. Alors on imagine évidemment ce qu'il en est pour nos enfants, nos petits-enfants, qui après 2 mois de vacances acharnées sur les réseaux sociaux, quid de la concentration en cours, de l'envie de travailler et de la qualité du sommeil. Docteur Gilles-Marie Vallée, bonjour. 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 Vous êtes pédopsychiatre. Alors, bon, on va le dire, on ne peut pas se désintoxiquer complètement des écrans, qu'on soit adulte ou ado, mais les ados, en plus, ils cumulent la fonction communication entre eux. La consultation des vidéos évidemment, des jeux, mais aussi la communication. Or, l'utilisation excessive, on le sait, est nuisible à l'apprentissage. Quels sont aujourd'hui, vu l'ampleur de la consommation des écrans, les principaux effets de ces écrans sur leur comportement et surtout sur leur apprentissage à l'école ? Oui, alors, je nuancerai un peu par rapport à cette notion de désintoxication, parce que l'idée, c'est justement d'éviter que ces écrans, de toute nature qu'elles soient, deviennent toxiques, oui. Tout en sachant qu'effectivement, c'est totalement impossible aujourd'hui pour les adolescents de se passer de cet outil, de ces outils. Et c'est là où il faut finalement d'abord prévenir, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que très tôt, j'ai presque envie de dire maintenant qu'on vit à l'ère du numérique, dès la naissance, avoir anticipé le fait qu'effectivement, il y a des règles absolues à mettre en place pour pouvoir effectivement... Je parle de règles absolues, et notamment la fameuse règle des 3, 6, 9, 12, chère à mon collègue Serge Ticheron, qui identifiait bien le fait que... avant un certain âge, il est indispensable de préserver les enfants des écrans. Et ensuite, au fur et à mesure de son évolution, de l'y familiariser avec progressivement et effectivement avec discernement, c'est-à-dire en étant à ses côtés. Pour autant, c'est vrai qu'on ne pourra pas s'en passer. Et vous le rappeliez, avec les adolescents, c'est à la fois un outil de divertissement, mais c'est aussi un outil de connaissance, et c'est surtout un outil de communication. C'est là où il va falloir effectivement établir avec vos adolescents à la fois des règles, mais aussi garder en tête qu'il y a une nécessité d'une certaine souplesse. Et, mais en ayant peut-être des critères. Alors concrètement, docteur Vallée, qu'est-ce que vous conseillez aux parents pour aider leurs enfants à se détourner un peu des écrans ? Alors concrètement, peut-être justement en s'appuyant sur ces critères, je dirais un peu absolus, ces critères de santé, ces critères de sociabilité. Moi j'aime bien parler de valeurs au sens humain du terme, c'est-à-dire valeur santé, valeur relation, valeur échange avec les autres. Et donc, une des valeurs santé, c'est le sommeil. Un adolescent, entre 14 et 20 ans, on va dire, a besoin en moyenne de 8 à 10 heures de sommeil. Alors, évidemment, c'est variable d'un sujet à l'autre. Il y a certains adolescents qui ont besoin de beaucoup de sommeil, d'autres qui ont moins besoin de sommeil. Donc l'idée, ça va être effectivement en fonction de ça, de se dire, voilà, si tu te lèves, tu dois te lever à telle heure pour être à l'heure en cours, comme tu as besoin de tant d'heures de sommeil, il est indispensable que tu te couches, que ton heure finale de coucher soit à telle heure. Alors,
qui va être important, c'est pas de fixer forcément une heure, parce qu'effectivement là aussi il peut y avoir des variables, mais avoir en tête que c'est indispensable qu'un jeune par exemple se couche avant minuit, parce que c'est aussi l'adolescence une période de développement psychique, physique, et l'hormone de croissance est une réalité, qu'on le veuille ou non, elle est sécrétée à ce moment-là de façon intense, mais justement pendant la nuit. Donc c'est aussi pour ça que c'est indispensable que le jeune dorme. Mais ça peut être un argument. Hein. Si tu veux rester petit toute ta vie, ne dors pas. Comme ça, ton hormone de croissance, elle fonctionne pas. Bon argument. Mais est-ce que vous avez l'impression que les parents sont conscients du risque des écrans sur le comportement de leur enfant ? Le souci, il est là. C'est qu'on manque un peu d'informations. Alors, les parents en ont une certaine conscience, on le matraque à la radio, en consultation, à la télévision. Mais ce danger, je pense ou les risques en tout cas, pour être plus nuancé que danger, je pense qu'ils ne le cernent pas de façon concrète. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de leur dire à eux, parents, avant de le dire aux ados, que effectivement, si l'enfant dort mal, il ne sécrète pas d'hormones de croissance, il reste petit. Les connexions neuronales, c'est-à-dire le fait que son cerveau continue à se développer, il faut savoir que le cerveau continue à se développer à l'adolescence, il va moins bien se développer. Et de même que ce que l'on peut souligner, parce que c'est une chose qu'on observe, c'est que ces écrans, et là je pense plus particulièrement aux applications de réseaux sociaux, vous savez, ces applications où on voit des petites scénettes très brèves, et que les jeunes du coup scrollent en permanence. Il faut avoir conscience que ça a un impact sur le développement de l'attention. C'est-à-dire que plus le jeune prend l'habitude finalement d'avoir une attention courte, parce que passer d'une séance à une autre, d'une séquence à une autre, forcément, ça favorise des temps d'attention très brefs. Et donc, alors justement, docteur, à quel âge faut-il donner un téléphone à un enfant et à quel âge un smartphone ? Vraiment juste les âges pour faire la distinction. Alors, je pense que c'est en identifiant l'utilité. Un téléphone, ça peut avoir un intérêt, justement parce que maintenant, les parents ont besoin de savoir, les ados ont besoin donc, dès le collège, ça peut être tout à fait justifié, parfois un peu avant, si on a par exemple un enfant qui a pléthore d'activités. D'accord. Et le smartphone, à partir de quel âge ? Le smartphone, je pense qu'on peut attendre, je dis ça, mais c'est un vœu pieux, on peut attendre vraiment, alors j'allais dire le lycée, parce qu'effectivement ça dépend. C'est ça, très bien. Voilà. On est obligé de vous quitter sur ce mot. Donc mais on reviendra sur ce sujet parce que c'est très intéressant. On se reparle très rapidement, docteur Gilles-Marie Vallée, merci beaucoup. Avec plaisir. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour être en forme. Et si la brosse en poil de soie de sanglier était votre atout forme de la rentrée ? Il n'y a pas d'âge pour changer d'emploi. Les taxis G7 cherchent des chauffeurs de taxi féminins pour avoir 3 fois plus de femmes chauffeurs de taxi dans les 5 ans à venir. On se retrouve tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Il n'y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et demi sur Sud Radio. Tout de suite, il n'y a pas d'âge pour être en forme. Et si la brosse en poil de soie de sanglier était notre atout forme de la rentrée, David ? Et juste après, il n'y a pas d'âge pour changer d'emploi. Si vous cherchez un emploi, les taxis G7 cherchent des chauffeurs de taxi féminins pour avoir 3 fois plus de femmes chauffeurs de taxi dans les 5 ans à venir. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour être en forme et être belle, quel que soit votre âge d'ailleurs, grâce à la brosse en poil de soie de sanglier qui est notre atout forme pour la rentrée. Alors, un retour en force, nos grands-mères l'utilisaient, elles avaient bien raison, n'est-ce pas Ariane ? Bien Parce sûr. que ça date pas d'aujourd'hui. Alors vous la, savez, la les 100 coups de brosse sur les cheveux, c'était une recette de nos grands-mères, mais elle a été remise au goût de jour par un coiffeur qui s'appelle Olivier Lebrun et qui explique qu'en fait c'est un vrai soin. Pourquoi ? Ça remplace un masque ou un après-shampoing, parce qu'en fait vous allez recycler votre sébum. Ah, d'accord. Voilà, donc vous faites ce qu'on appelle du upcycling. Vous voyez, très bien. Voilà. Très bien. Alors qu'est-ce que ça va faire ? Ça va répartir le sébum le long des tiges. Donc vos cheveux vont être plus beaux, plus brillants, plus nourris, plus volumineux. En plus, vous allez pouvoir les réoxygéner. En plus, ce brossage, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va masser la microcirculation, accélérer la microcirculation de votre cuir chevelu. Donc ça va accélérer la pousse et en plus ça va débarrasser votre cheveu des impuretés mais surtout des pollens pour les asthmatiques, de la pollution et de l'électricité statique. Donc il y a un effet et le cuir chevelu n'aura plus de sébum.
Il en sera aura moins moins, mais c'est très bien. C'est bien pour les pellicules. Non, mais ça espace les shampoings. Très bien. Ah, mais ça, c'est super. Donc, C'est bonus pour tout. Hein. Aspect esthétique et aspect santé, quand même. Et écologique. Et écologique. Parce que pas d'eau, pas d'électricité, pas de produits. Super écolo. Hein. Éco-friendly, comme ça, on dit. c'était pour les Donc, cheveux. du coup, on espace les shampoings de combien? On peut espacer les shampoings de 3, vous voyez. 2-3 jours. Ouais. Ah oui. Non, pas 2-3 mois. Non, jours, j'ai dit jours. Ah oui. Bon, très bien. Non, bah, c'est très bien. Alors, Ariane, vous avez une autre brosse avec vous, parce que vous êtes venu avec votre matériel, pour les gens qui nous regardent. Pour ceux qui nous écoutent, donc il y a une brosse normale. Alors, c'est pas une brosse normale. Non, mais normale, en poil de soie, de Sans coup de brosse, sanglier. 25 comme ça, 25 comme ça, 25 la tête en bas, 25 comme ça. Voilà. Ah oui, donc Wow. 25 à gauche, 25 Comme ça, à droite, 25 la tête vers le bas avec les cheveux devant et la tête en arrière. Je veux voir ça, je veux le Je voir vais vous le faire. faire. Ça, Vous allez avant le la faire. page, Je vais je vous vous le la faire. laisse. Alors, vous avez une autre brosse qui est avec nous qui ressemble à ces brosses qu'on connaît pour se la passer sur le corps. Voilà, c'est c'est ça. exactement ça. Bon. Et ça, c'est un nettoyage à sec pour le corps. Et ça, c'est une méthode ancestrale pour nettoyer le corps de l'intérieur et de l'extérieur. Avant la douche? Avant la douche. Donc, c'est à sec toujours. Rien du tout. En fait, vous allez, d'une part, exfolier votre peau. Vous allez, d'autre part, stimuler la microcirculation aussi. Mais, troisième chose, vous allez solliciter le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est quoi? C'est votre nettoyage, c'est l'épuration de votre organisme. Et vous avez des centres d'épuration dans le corps. Vous les avez à l'aine de chaque côté, vous les avez derrière les genoux. Non, l'aine, c'est les aisselles, excusez-moi. Les aisselles. Oui, les Aine, c'est un peu derrière plus bas. les genoux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous frotter en longueur ou en faisant des petits ronds, Sur le bras. mais vous remontez toujours vers votre station d'épuration D'accord. pour faire remonter, pour désengorger les choses. Même chose sur les jambes et sur le ventre, vous faites dans le sens des aiguilles d'une montre comme ça. D'accord. Et là, comme ça, vous nettoyez votre organisme tous les jours, vous drainez. Alors, attends. Bon, parce et que- alors, je tanne mon cuir. Ben, Il non, taille mais son vous cuir. exfoliez. J'exfolie. Vous avez une très très Et on jolie enlève. peau. D'accord. Donc il est Et- important de bien s'hydrater après. Après, si vous voulez, mais ça c'est autre chose. C'est Moi, autre ce que chose. je dis Très après, je vais vous dire, après, vous faites une bonne douche fraîche, et là, ça stimule aussi l'immunité, parce que le système lymphatique, c'est le système qui est responsable de l'immunité, mais la douche fraîche aussi, et là, vous repartez avec un sacré coup de fouet tous les matins. Attends, moi je voudrais, parce que 25 fois dans tous les sens, là, pendant 10 minutes. Non, mais ça, c'est les cheveux, hein. Oui, non, mais je sais. Mais justement, on n'arrache pas ses cheveux au bout d'un moment, là, à le faire Non, autant. pas du tout. Vous allez quand même doucement. C'est pas d'arracher les cheveux, vous risquez. Vous risquez d'exciter le cuir chevelu et d'augmenter la sécrétion de sébum. Donc vous allez- d'avoir plus de cheveux. Non. La repousse. Non. Bon. Oui, aussi, si vous voulez. Bon. Mais surtout, si vous voulez, ça régule aussi le... Et c'est pour les la hommes sécrétion. comme pour les femmes, hein, j'imagine. Alors, homme pour femme pour les cheveux, homme pour femme pour le corps. Sauf qu'en plus, pour les femmes, ça, c'est excellent contre la cellulite. Eh ben génial. Mais il y a Il des a pas hommes ce qui ont de la problème. cellulite. Bon. Très peu, mais il y en Ils ont a. du gras, pas de la cellulite. Oui, ils en ont. Bon, bah Voilà. écoutez, Ariane, merci pour tous ces conseils. On va se Merci, retrouver la semaine Ariane. prochaine pour d'autres conseils. Ouais, On elle ne va vous nous lâche filer plus. très volontiers. Voilà. Et grâce à vous, on va rajeunir de plusieurs Ah bah, années. c'est ça, je vois déjà depuis la semaine dernière, vous avez rajeuni. N'est-ce tous les pas? deux. Et ça Voilà. n'enlève pas le bronzage. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour changer d'emploi. Le métier de chauffeur de taxi que vous connaissez tous est traditionnellement à dominante masculine, il faut le dire, parce qu'il est ancré dans l'inconscient collectif comme un métier solitaire réservé aux hommes. Bah, eh bien, voyons. pas du tout. Les femmes conductrices de taxi aujourd'hui sont très recherchées puisqu'il y a seulement 3% de femmes et il y a une entreprise qui est leader sur le marché, qui sont les taxis G7, qui veulent tordre le cou à cette fatalité et qui cherchent à embaucher des chauffeurs femmes. Bonjour Laurent Guiral. Bonjour. Bonjour Laurent, vous êtes directeur du réseau G7. Alors Laurent, est-ce que votre recherche de femmes chauffeurs de taxi répond à une demande de la clientèle pour se sentir féminine pour se sentir plus en sécurité ou à la difficulté de trouver des chauffeurs? J'ai envie de vous répondre ni l'un ni l'autre. Ah, très bien. Mais ça j'aime Laurent. Alors c'est soit ni l'un ni l'autre, soit les deux, mon capitaine. Mais non, pour être plus sérieux, c'est plutôt ni l'un ni l'autre. En fait, on va dire les choses. Il n'y a pas de métier, moderne sans femmes. Et il y a pas mal de secteurs du transport qui ont assez fortement féminisé leurs effectifs. Je pense notamment en particulier à la RATP qui revendique 20% de femmes sur le terrain, etc. Et on s'est dit chez G7 qu'il n'y avait pas de raison, a priori,
que le secteur du taxi soit pas plus féminisé que ce qu'il est aujourd'hui. Et on était fin 2022 à 3% de la flotte de femmes chauffeurs et on a voulu savoir pourquoi. Donc on a interrogé nos femmes chauffeurs et puis on s'est rendu compte qu'elles étaient toutes assez heureuses à l'idée de travailler avec nous, en tout cas d'exercer cette profession-là. Et donc on s'est rendu compte que c'était un peu une idée préconçue, comme vous le disiez en introduction, et qu'il fallait qu'on torde le cou un peu à cette idée préconçue. Voilà. Mais donc, c'est quoi, c'est un manque d'information ? Les femmes sont moins informées sur la possibilité de devenir chauffeur de taxi ? Il y a une espèce d'idée générale qui est que le métier de chauffeur de taxi serait un métier réservé aux hommes. Ce qu'on disait. Alors, concrètement, quelles sont les qualités... Alors, les qualités des femmes, on ne va même pas en parler, parce que nous, les femmes, je suis désolée, mais on conduit quand même très, très bien. Alors, alors Laurent, les qualités des femmes au volant. Il y en a énormément de qualités. Non, mais c'est vrai, les qualités des femmes... vous savez, le métier de chauffeur de taxi, au-delà du fait qu'il faut savoir conduire, mais ça s'apprend. Il y a la relation aussi, je pense. Mais voilà, le métier de chauffeur de taxi, c'est d'abord un métier de relation humaine. Voilà. Et donc, le métier de chauffeur de taxi, c'est un métier de contact. Et les femmes, elles sont en général douées pour le contact. C'est ce que nous disent les clients. Diplomate. Alors, pour répondre à la question que vous nous posiez tout à l'heure, les clients ne nous réclament pas particulièrement et spécifiquement des femmes chauffeurs de taxi. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les clients qui sont tombés sur nos femmes chauffeurs de taxi, ils sont plutôt très satisfaits de la qualité de prestation de service. Et du coup, on fabrique de la satisfaction. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Il n'y a pas de raison que des femmes qui aujourd'hui sont en recherche d'emploi ou en recherche de reconversion professionnelle ne puissent pas accéder à la profession de chauffeur de taxi. Alors, combien de chauffeurs femmes souhaitez-vous embaucher cette année et d'ici 2030 ? Alors, on s'inscrit dans une trajectoire, en fait. Notre objectif, vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus de 3% de nos effectifs en flotte féminine. Notre objectif est d'arriver à 10% d'ici 2030. Alors, ce qui représente en nombre de gens, concrètement ? Je ne sais pas combien on sera en 2030 en flotte. Aujourd'hui, on est légèrement en dessous de 300 femmes chauffeurs de taxi. Et on veut atteindre 10%, là où sur Paris, on est sur une flotte de 10 000 chauffeurs. D'accord. Donc on veut faire multiplier par 3 d'ici 2030. Voilà. D'accord, donc il y a 700 emplois concrètement qui vont venir d'ici 2030. Alors oui, sachant que les chauffeurs de taxi G7 ne sont pas des salariés G7, donc c'est pas de la création d'emplois, c'est de l'affiliation à la plateforme. Le métier de G7, c'est de mettre en relation des passagers avec des chauffeurs de taxi qui sont indépendants et qui adhèrent à notre plateforme de mise en relation. Donc on ne parle pas de salariat là aujourd'hui. Aujourd'hui, pour des femmes qui sont en reconversion professionnelle ou qui aimeraient se lancer dans l'aventure, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Quels seraient les avantages de cette profession pour elles aujourd'hui ? Alors, c'est une profession qui, d'abord, on le disait tout à l'heure, pour les personnes qui sont en recherche de contact clientèle. Souvent, on parle de reconversion. On parle de femmes ou de chauffeurs d'ailleurs en général qui ont travaillé dans des métiers de service, de contact clientèle, qui ont travaillé dans la restauration, qui ont travaillé dans les services à la personne, voilà. Mais bon, après on a tout type de profil, mais bon, évidemment pour être chauffeur de taxi, il faut aimer le contact client. Ce qu'on veut leur dire, c'est que c'est un métier qui peut s'exercer en parfaite indépendance. En parfaite autonomie, et nos chauffeurs de taxi organisent eux-mêmes leur journée. Ils commencent quand ils veulent, ils travaillent le temps qu'ils veulent, aux endroits où ils veulent. Ça, c'est important pour les femmes. Une dernière question, Laurent. Est-ce que si j'ai 65 ans ou 70 ans, je peux devenir chauffeur de taxi ? Ou c'est trop tard ? Absolument. Donc là, il y a une limite d'âge ou il n'y a pas de limite d'âge ? Il n'y a pas de limite d'âge, il faut juste avoir son certificat de capacité professionnelle, donc il faut passer un examen. Oui. Mais il n'y a pas de limite d'âge. Et combien coûte une licence de taxi et est-ce que la formation est payante ? Une licence de taxi, c'est une valeur de marché, donc ça varie. Donc je peux pas vous donner une valeur comme ça. Je peux vous dire que c'est au-dessus de 150 000 euros. Voilà.
Après, oui, les formations sont payantes, elles sont pas très chères, mais elles sont aussi finançables au travers des dispositifs d'accompagnement, notamment pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Écoutez, c'était très instructif. Merci beaucoup, Laurent Guiral. Bon, merci Laurent. Et donc, on peut aider les gens à devenir taxi. C'est ça qui est important. Absolument. Et j'engage les gens qui veulent se renseigner et qui souhaitent faire cette démarche-là à aller consulter notre site internet chauffeur.g7.fr. Merci infiniment. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour prendre soin de son animal de compagnie. Et si votre chiot allait lui aussi à l'école? Et juste après, il n'y a pas d'âge pour aimer le Made in France avec sacréfrançais.com. On va vous faire découvrir la story de la marque Paraboot, des chaussures increvables. À tout de suite. À tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Il n'y a pas d'âge comme chaque dimanche entre 12h et 13h sur Sud Radio. Tout de suite, il n'y a pas d'âge pour prendre soin de son animal de compagnie. Et si votre chiot allait lui aussi à l'école? Et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour aimer le Made in France avec sacréfrançais.com. Les chaussures Paraboot, vous connaissez? Eh bien, derrière ce nom se cache une très belle histoire, on va vous la raconter. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Le saviez-vous, la période de l'été, vous savez, c'est souvent propice pour adopter un petit chiot. Et oui, cette période de vacances permet aux futurs maîtres de consacrer du temps à leur animal, de les rassurer, les sensibiliser aussi à leurs règles de vie. Alors, si vous, pour la rentrée, vous n'avez pas pu faire tout ce travail, mais vous avez envie d'avoir un petit chiot, eh bien, sachez qu'il existe une école, l'école des chiots, et vous allez voir, c'est une belle aventure familiale. Bonjour Laetitia Barlerin. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Laetitia, vous êtes vétérinaire à Paris. Alors en quelques mots, comment ça fonctionne une école pour chiots? Écoutez, c'est un petit peu comme une maternelle pour chiens. À la différence près, c'est que le maître participe à la classe. En fin de compte, l'école pour chiots est proposée par les clubs canins, beaucoup de clubs canins et certaines cliniques vétérinaires. Et en fin de compte, on apprend aux chiots la vie en société. On apprend aux chiots à se socialiser, à l'humain, aux autres chiens. On apprend aux chiots à se familiariser avec son environnement. On apprend aux chiots aussi les bases de l'éducation. Alors l'école pour chiots, c'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine, souvent le week-end. Et donc tous les chiots se retrouvent en groupe, en collectivité, pour apprendre beaucoup de choses avec l'éducateur canin, avec les autres chiots, les autres propriétaires de chiots, mais aussi avec des chiens adultes qui sont dits régulateurs. C'est-à-dire que ils apprennent vraiment les codes canins, ils apprennent à se socialiser aux autres chiens, les petits, les grands, ils apprennent aussi les contacts humains, ils apprennent aussi beaucoup de choses qu'on va leur mettre dans leur environnement pour qu'ils se sentent bien. Parce qu'il faut savoir, on dit souvent chez le chien que tout se joue ou presque avant 6 mois. Et l'école des chiots est destinée aux chiots entre 2 et 6 mois. Toutes les semaines, vous allez à l'école avec votre chien et avec votre famille aussi pour apprendre aussi à communiquer avec lui et à l'éduquer. Oui, alors justement, Laetitia, c'est une aventure familiale que vous nous proposez là, parce que l'animal, il va accompagner d'adultes et d'enfants de la famille, mais en fait, chacun apprend à interagir par rapport à l'animal, c'est ça ? Exactement. Ça facilite, si vous voulez, l'insertion du chiot dans la famille et dans la société. Alors, par exemple, vous allez apprendre à ne pas vous faire mordiller par le chiot. Vous allez apprendre les ordres simples aussi. Par exemple, non, assis, couché. Vous allez aussi apprendre au chiot le rappel, la tolérance aux manipulations aussi. Lui toucher les oreilles, lui toucher les poils, le manipuler. Tout ça, il va apprendre ça avec les autres chiots. Alors, le principe, c'est quand même d'apprendre en s'amusant. Parce qu'on est dans une période, les premiers mois du chiot, les premières semaines du chiot, où le chiot, pour lui, tout le monde est bon, tout le monde il est gentil, et il a aussi d'énormes capacités d'apprentissage, un petit peu comme les enfants. Et c'est vrai que d'être avec un éducateur canin ou avec une infirmière vétérinaire ou un vétérinaire qui va vous gérer
Un encadrement, voilà. Et ça permet justement aux maîtres qui sont un peu démunis par rapport à leurs chiots, savoir un petit peu comment ils font, est-ce qu'ils font bien ou pas. Il y a toujours cette question-là. Et bien justement, ces écoles-là leur permettent justement d'apprendre aussi, d'être un bon maître. Mais on peut quand même, Laetitia, faire un peu le fou avec son chiot. On peut jouer avec. Mais bien sûr, parce que c'est vraiment... Je suis évité de manger les pompons des chaussures. Oui, il y a beaucoup de jeux avec le chiot. Parce que vous savez que le chiot apprend mieux quand il joue. Donc il y a beaucoup de jeux. Et puis il joue avec les autres chiots. Et il joue aussi avec des chiens adultes qui sont là pour réguler. Et si le chiot dépasse les bornes, on va dire, et ben le chien adulte lui dit « Attends, là, tu dépasses les bornes. Calme-toi. » Il apprend les codes canins. Donc c'est un chiot qui sera bien en société, qui sera bien avec les autres chiens. Quand vous croiserez d'autres chiens, et ben il sera bien, qui sera bien avec les humains aussi. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le passage obligé si on a un chiot. Mais alors, j'imagine, vous avez dit 1 fois par semaine, mais alors il y a un coût quand même, cette formation. Oui, alors, écoutez, dans les clubs canins, on est entre 15 et 35 euros la séance. Après, on a des forfaits. Et on a besoin de combien de séances à peu près? Les 3 mois. Entre 2 et 6 mois, il faut aller 2 et 6 mois. D'accord. Voilà. Alors, il y a des clubs aussi qui proposent le club des ados. Alors, le club des ados, c'est entre 6 mois et 1 an. C'est important aussi, c'est de l'éducation suivie aussi en collectivité pour votre chien qui devient ado. Et là, on a d'autres problèmes parce que les hormones s'y mêlent, si vous voulez. Mais c'est vrai que les chiots adorent aller à l'école. Donc il faut aller à l'école. Voilà, c'est à la portée de beaucoup de bourses, ça fait du bien à l'animal et ça va permettre une vie de famille plus facile. Et juste en 2 mots, Laetitia, est-ce qu'il y a des races de chiens qui sont plus réticentes pour l'apprentissage? Non, pas du tout. Des petits, des grands, des moyens, tout. Au contraire, à l'école des chiots, ils rencontrent tous les chiots de toutes les races. Donc on a du chihuahua. Et ils apprennent le vivre ensemble. Voilà. Et c'est le vivre ensemble, c'est la vie en société, l'apprentissage de la vie en société. Et il y a même des sorties avec les chiots en ville, génial. Dans les marchés, c'est super. Merci Laetitia. Merci beaucoup Laetitia. On vous retrouve pour de nouveaux conseils. Merci beaucoup. À très bientôt. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Mais oui, il n'y a pas d'âge pour être fier de notre savoir-faire. Un savoir-faire qui, pour certaines entreprises, se perpétue de génération en génération. Et c'est le cas de cette belle entreprise familiale dont nous vous parlons ce matin, Paraboot, fabricant de chaussures depuis 1908. 4 générations qui veillent à vous offrir la passion d'un métier, un savoir-faire et la qualité des matériaux choisis. Bonjour Clémentine Collin-Richard. Bonjour. Bonjour. Alors Clémentine, vous êtes la fondatrice de Paraboot. Comment est née cette belle aventure et qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient ce nom Paraboot? Écoutez, l'aventure elle démarre déjà avec mon arrière-grand-père dans les années 1900. Et mon Paraboot est né un peu après-guerre. C'est né d'une belle aventure. Mon arrière-grand-père est parti visiter les États-Unis et l'Amérique du Sud. Aux États-Unis, il a découvert les boots. Oui. Et puis en Amérique du Sud, elle a découvert l'EVA. Il s'est passionné pour cette matière en fait, qui n'est autre que le caoutchouc, et qui s'est exporté vers l'Europe par le port de Para. Ah oui. Donc vous m'avez suivi, vous avez Para, vous avez Boots, et il a créé la marque Paraboot. Ah mais c'est génial. C'est génial. Alors Clémentine, je voudrais savoir, produire en France, est-ce que c'est toujours un choix ou est-ce que c'est une contrainte aujourd'hui? Alors non, pour nous c'est absolument un choix. Un choix qui s'est même concrétisé il y a 7 ans maintenant avec la construction d'une nouvelle usine en France. On a investi un peu plus de 10 millions d'euros pour cette nouvelle usine et ça faisait plus de 40 ans qu'il n'y avait pas eu d'usine construite en France. Donc oui, vous voyez que c'est vraiment un choix et je dirais que même c'est une ADN familiale, parce que ça fait la 4e génération aujourd'hui et il y en aura peut-être d'autres, ou en tout cas Paraboot continuera à exister sur le territoire français et isérois. Donc chez vous, on est élevé dans le Made in France de génération en génération. C'est ça. Alors, je ne sais pas si dans le Made in France, mais en tout cas dans la chaussure. Je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Mais Clémentine, comment faites-vous pour résister face à l'évolution de la mode, au marché des baskets? On retrouve des baskets à tous les pieds maintenant, quel que soit l'âge. Est-ce qu'il y a toujours un marché encore pour la chaussure? Alors, je vais dire à la française, avec le savoir-faire que nous connaissons? Alors, je dirais que, en fait, la mode est un éternel recommencement.
C'est vrai. Donc, on a de la chance, et c'est un petit pincement pour moi, mais heureux, c'est que dans les années 80, c'est la mode qui nous a sauvés. L'entreprise était en difficulté, et c'est les Italiens qui ont voulu changer le costume, on va dire, strict, classique, noir, et la fine chaussure qui allait avec, pour un look plus sportswear, avec de la laine, du tweed, du velours côtelé. Et il fallait une paire de chaussures qui matche avec cette silhouette. Oui. Et ils connaissaient Paraboot pour la montagne, et ils sont venus nous trouver. Et on a eu l'essor que vous avez connu, puisque beaucoup d'entre vous ont eu des Paraboot dans les années 80-90. Donc voilà, donc la mode nous a un peu sauvés, même si chez nous, la mode, c'est une histoire de connaisseurs. Nous, on aime plutôt être dans l'actualité, on va dire, dans l'air du temps. Et surtout, on sert pour tous les usages. Parce qu'on va avoir des clients qui sont des clients professionnels, qui utilisent ça pour leur travail. Mais on va avoir aussi des clients modeux, on va avoir des clients à la défense, on va avoir, voilà. Ça, c'est l'esprit Paraboot. Et alors justement, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui nous écoute, qui ne connaît pas Paraboot? Qu'est-ce que ces chaussures peuvent lui apporter? Alors je dirais que déjà, c'est pas possible qu'ils connaissent pas. Parce que, à mon avis, dans sa famille, de près ou de loin, des gens ont porté des Paraboot. Voilà, on a un côté transgénérationnel qui est très fort. Et post-Covid, justement, on a une grosse part de jeune génération qui revient pour le produit authentique, le produit original. Alors, c'est pas l'originalité, c'est l'original, le vrai, lié au savoir-faire, lié à la qualité, qui n'a pas changé chez nous depuis 115 ans. En fait, vous jouez la carte d'une gamme qui est plutôt classique, qui traverse les époques, mais vous avez quand même tendance chaque année à renouveler de nouveaux modèles, d'avoir des modèles différents, ou est-ce que vraiment vous restez sur du très 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 classique? Alors ça, c'est toujours la question piège de nos bureaux de collection. Parce que vous savez, si je fais une analogie, on est quand même pas loin de Lyon et de la gastronomie lyonnaise. Oui. C'est quand même dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs. Oui. Et aujourd'hui, en fait, c'est dans les archives qu'on puise le plus gros de notre imagination, ou en tout cas que les jeunes créateurs avec lesquels on a enclin à travailler viennent chercher l'inspiration. Donc, est-ce que c'est du renouveau? Est-ce que c'est jouer avec les classiques? Je pense que c'est un doux mélange de tradition et d'innovation. D'accord. En un mot, Clémentine, est-ce que c'est facile aujourd'hui, pour revenir à ce que vous disiez, de conserver la qualité du savoir-faire français? Non, mais si c'était facile, ça se saurait. Très bien. Donc vous bataillez tous les jours pour ça? Oui, mais on se bataille pour des vraies valeurs. On doit sécuriser des savoir-faire, on doit attirer des jeunes avec passion. Et ça, si on l'a pas, je crois qu'on n'y arrive pas. Voilà, bien sûr. Bon, génial. Écoutez, si vous voulez une chaussure qui va vous accompagner toute votre vie, Paraboot. Exactement. Merci Clémentine. Merci. Excellente journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, la surprenante Virginie Lemoine sera avec nous et Catherine. On vous dira tout sur notre coup de cœur de la semaine, la comédie musicale Bernadette de Lourdes. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de Virginie Lemoine qui vient de mettre en scène au studio Héberto le comédien Didier Constant dans la pièce « Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri ». Bonjour Virginie Lemoine. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir. Alors en préambule, comment s'est passé votre été, Virginie? Mais magnifique, vraiment magnifiquement. J'étais au festival d'Avignon tout le mois de juillet, c'était extraordinaire. Vraiment un très beau festival. Et puis ensuite, je suis partie à Royan et j'ai fait une mise en scène à Fouras, d'une spectacle musical. Et puis je suis rentrée à Paris et je suis repartie en Normandie. Et là, je suis en Normandie au bord de la mer. Donc franchement, je suis vraiment gâtée. Un été très dense. Alors, Virginie, vous signez l'adaptation et la mise en scène de « Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri ». Que raconte un petit peu, sans tout dévoiler, la pièce et où nous emmène-t-elle? Eh bien, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de son auteur qui s'appelle David Lelahello, qui a raconté sa vie. Il avait une enfance assez triste, assez maussade, dont il ne se contentait pas. Il se sentait aspiré ailleurs, vers d'autres dimensions. Il ne savait pas très bien lesquelles. Et puis un jour, il a une vraie révélation en entendant la voix de Nana Mouskouri. Et il n'a eu de cesse que de devenir Nana Mouskouri quand il était petit. Et puis après, il a compris que bien sûr, c'était pas un métier, Nana Mouskouri, qu'elle existait déjà. Mais il a réussi à se rapprocher d'elle et ils ont une histoire ensemble absolument extraordinaire. C'est mignon,
Oui, c'est une très belle histoire, une histoire vraie. Donc, il faut toujours écouter ses rêves. Absolument. Mais alors justement, dans cette pièce, vous mettez en scène, on va le dire, le génialement fou et surprenant Didier Constant, pour ceux qui ont, comme moi, eu la chance de le voir sur scène. Est-ce qu'il vous a fallu, avec lui, retenir un peu les rênes, ou alors, au contraire, en tant que metteur en scène, vous êtes dit, galopons ensemble pour voir où ça nous mène, et puis on nourrira la pièce de tout ça? Alors moi je suis très précise en tant que metteuse en scène, je sais toujours où je veux emmener les comédiens. On parle beaucoup ensemble parce que voilà, je fais pas de crise d'autoritarisme, mais je place toujours le comédien dans un cadre précis. Et puis ensuite j'écoute, on dialogue beaucoup et on a travaillé vraiment en très très bonne collaboration avec Didier. Didier avait une idée assez précise aussi du texte de la pièce et donc on s'est enrichi l'un l'autre. Alors, dans cette pièce, vous défendez, Virginie, et vous venez de le dire, l'idée qu'il faut croire en ses rêves, et vous avez raison. Est-ce qu'en cette période qu'on traverse tous en ce moment, vous pensez qu'il n'y a pas d'âge pour réinventer sa vie et que tout est possible finalement, tout le temps? Mais il faut surtout, bien sûr, d'autant plus il n'y a jamais d'âge. Et puis ce qu'on appelle l'utopie, finalement, elle est tout sauf utopique, parce que c'est l'utopie qui fait avancer le monde. Quand on voit Colombe de Gouges sous la Révolution française étant la guillotinée parce qu'elle réclamait l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et les noirs et les blancs, mais aujourd'hui, qui ne respecte pas, c'est devenu la loi, qui ne respecte pas est condamné, heureusement. Donc, on pourrait dire qu'à l'époque, c'était une position utopiste, mais c'est l'utopie vraiment qui fait avancer le monde. Et c'est les rêves de chacun et certainement pas des logiques qui peuvent nous apparaître un peu trop commerciales, qui reposent sur un socle de chiffres. Oui, donc il faut rêver toute sa vie. Absolument, parce que c'est donner plus d'ampleur et plus de dimension à sa vie, et puis c'est toujours cohérent. Garder une âme d'enfant. Oui, c'est très rare d'avoir un rêve absolu. Non. Moi, je ne vais pas rêver de devenir pilote d'hélicoptère. Je suis pas capable. Donc, je suis sûr que vous y arriveriez très très bien. Je pense finalement peut-être. Mais on a toujours des rêves quand même qui ont sens pour nous. Donc peut-être pour le monde extérieur, parfois ça paraît extravagant, mais ça l'est rarement, je pense. Alors, justement, il y a une question qui me turlupine, c'est qu'est-ce que mettre en scène vous procure comme sensation? Est-ce que vous y trouvez plus de joie, voire de souplesse que dans celui de comédien quand vous jouez? Alors, moi j'adore jouer. Ça m'a beaucoup apporté de faire de la mise en scène, même en tant que comédienne. Cet exercice m'a fait progresser et j'ai un énorme plaisir, en tout cas je me sens un peu comme, sans oser trop de comparaison, mais dans la peau des frères Grimm qui écrivent un conte et puis on voit un jour un enfant qui lit le conte et que ce conte fait rêver. Mais c'est un peu je trouve cet exercice-là, on conçoit une histoire et moi je la conçois vraiment de A à Z. Souvent j'écoute ce qu'on me dit et j'ai souvent l'idée du décor, je propose et puis j'ai une immense jubilation de me mettre au fond de la salle et avoir le public recevoir l'histoire. Alors, une jubilation qui se nourrit de tas de sentiments d'appréhension aussi, forcément. Alors, c'est vrai que quand on vous voit ou quand on vous écoute, vous êtes une femme drôle, sensible, vous semblez très en accord avec vous-même. Est-ce que vous avez un secret pour dégager cette sensibilité ? Je crois que je suis très lucide et la lucidité aide beaucoup. Simone Signoret disait on ne fait pas ce métier sans lucidité, mais je pense que c'est très 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 important de toujours savoir à peu près, savoir définir à nos yeux quelle est notre place et ne pas... Enfin, être cohérent avec soi-même, avoir conscience aussi de la liberté qu'on a dans un pays de libre parole. On peut quand même monter tout un tas de textes sans se passer dans une position répréhensible. Je pense qu'on vit dans un confort de vie en France, en Europe, qui est assez extraordinaire, ça j'en ai vraiment conscience. Et puis j'ai conscience aussi d'être née du bon côté de la barrière. Moi j'ai pas né dans une famille très riche, mais au moins une famille voilà, avec des parents bohèmes, artistes et moi j'ai vraiment beaucoup d'estime pour les gens qui ont des vies difficiles, qui ont des vies de labeur. Et on a beaucoup à apprendre de ces gens aussi parce que... qui doivent puiser une grande force en eux-mêmes.
puis quelquefois, ils ont une autre définition du bonheur que la nôtre, et leur définition enrichit la nôtre. Et je me garde bien d'aborder tout jugement, et après, je garde bien. Si je vous dis que ce matin, je me suis levée, j'ai pris une douche, j'ai mangé un petit déjeuner, voilà, vous allez me dire, bah, c'est un petit peu comme tout le monde, mais non, c'est pas comme tout le monde. Tout le monde n'a pas de quoi s'offrir un petit déjeuner, n'a pas de quoi prendre une douche, n'a pas un toit sur la tête, et ça, j'en ai très vivement conscience. Donc votre secret, c'est d'aimer la vie et tous ces petits plaisirs. Et les gens. Voilà, et exactement, aimer les gens. Oui, c'est vrai. Merci énormément, Virginie. Merci, Virginie. Merci beaucoup, Virginie. Alors, allez voir, quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri. Avec Didier Constant, tous les lundis et mardis à 19h, une pièce qui va vous émouvoir et surtout vous faire beaucoup rire. Ouais, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'émotions. À très vite, Virginie. À très vite. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour s'évader. Alors, il y a différentes façons de s'évader. Nous, on va vous faire part d'un coup de cœur que nous avons eu, unanime, un spectacle qui ne peut vous laisser indifférent. Il s'agit de la comédie musicale Bernadette de Lourdes, à voir absolument, David. Absolument, à partir du 21 septembre et jusqu'au 24 septembre, 4 jours au Dôme de Paris, porte de Versailles, et en tournée partout en France en 2024. Alors, ce n'est pas un spectacle religieux, je le répète, c'est l'histoire de Bernadette Soubirous, cette jeune fille de 14 ans, pauvre, souffrante, qui le 11 février 1858 va voir sa première apparition de la Vierge. Une, puis plusieurs d'ailleurs, par la suite, qui vont évidemment chambouler toute sa vie. Elle va devoir dès lors affronter des interrogatoires, des enquêtes. Bref, c'est une histoire pleine d'émotions. Roberto Ciorleo, bonjour. Bonjour à vous deux. Vous êtes un des producteurs de ce magnifique spectacle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter avec Éléonore Gallard cette comédie musicale, et qu'est-ce qui vous fait que ce spectacle est unique ? Alors ça, c'est la providence, c'est l'histoire dans l'histoire, et comme j'ai pas 3 heures, je vais vous faire un condensé, mais en fait, j'ai produit Robin des Bois, avec Paul Pokora, et sur scène, et Éléonore, et sur un atelier de travail, on a décidé de le faire dans le sud-ouest de la France, et on était à une demi-heure de Lourdes, et j'ai dit à Éléonore, écoute, on va laisser la troupe de Robin des Bois ici dans le Gers, et s'il te plaît, je vais aller prier pour ma grand-mère à Lourdes, parce que ma grand-mère avait une dévotion pour Lourdes, et elle me parlait de Lourdes tout le temps, et je voulais lui faire cette surprise. Et là, toute la troupe artistique de Robin des Bois nous a accompagnés, c'était en novembre 2010, et j'ai vu la réaction de ces gens qui m'accompagnaient, qui étaient bouleversés, alors novembre, c'est vide, hein, c'est un endroit gris, il peut pleuvoir, c'était le cas, et moi, j'étais un peu déçu devant la grotte, mais je me retourne, je vois mes camarades soit à genoux, soit en pleurs, alors qu'il y avait toutes les religions représentées, des croyants, des pas croyants. Moi, je n'avais jamais posé la question. Et c'est en sortant du sanctuaire, Lionel Florence était avec nous, l'auteur, et il nous dit mais c'est quoi l'histoire de cette gamine? Je vous raconte ce que vous avez dit à l'instant en introduction. Il me dit c'est Les Misérables, tu devrais en faire une comédie musicale. Et Éléonore dit écoutez, si Robin des Bois est un succès, on le devra peut-être à ce moment-là devant la grotte, et on remerciera, on aura comme une dette. Et Robin des Bois était un énorme succès. On s'est dit on va tenir notre parole, on va monter ce spectacle. Donc c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ma grand-mère. C'est votre grand-mère. Merci, même. Alors au départ, vous avez décidé de lancer le spectacle à Lourdes. Ça a connu un vrai succès avec 150 000 spectateurs qui sont venus le voir pendant leur pèlerinage. Vous avez dû vivre des moments très forts pendant ces représentations à Lourdes. Est-ce que vous pouvez en partager au moins une avec nous? Alors en fait, il y a... c'est généralement là où je me mets à pleurer. En fait, c'est pas pour un producteur. Moi, Lourdes m'a chamboulé, parce que déjà la première des choses, c'est que donc la salle de spectacle Robert Hossein. Je suis un grand fan de Robert Hossein. Donc la salle s'appelant Robert Hossein, je trouvais que c'était déjà quelque chose de très fort. Et dans cette salle, on s'est dit ok, on est en dehors du sanctuaire, mais on peut pas faire un spectacle à Lourdes sans accueillir des gens qui ont un handicap, des malades. Et pour la première fois en tant que producteur, je me suis posé cette question que je me posais jamais. Je dis, mais c'est vrai, comment font les personnes en chaise roulante ou alité pour aller voir un spectacle? Et j'ai compris qu'en fait, ces gens-là ne sortaient pas, n'y allaient pas, n'avaient pas accès à la culture. Donc nous, on a transformé notre salle pour permettre à les gens, à toutes ces personnes, quel que soit leur handicap, quel que soit leur handicap, de voir le spectacle. Et donc c'est une salle qui, de temps en temps, pouvait accueillir jusqu'à 200-300 personnes en chaise roulante, ou même dans des lits médicalisés. Et en fait, ça, c'est vraiment la plus grande émotion de ma vie. Ça m'a chamboulé. Et c'est même un message que je passe aux autres producteurs. Posez-vous la question.
cet accès à la culture. Et en fait, à Lourdes, la particularité, c'est qu'il y a l'accès à la culture, c'est aussi l'accès à des gens qui n'ont pas les moyens d'aller voir un spectacle. Tout ça, quelque chose de beau, ça peut transformer une vie. Exactement. Alors la musique, les costumes qui sont grandioses, hein, les décors, les voix, tous les ingrédients sont réunis pour créer l'émotion et pour faire de cette expérience musicale un moment vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, vous l'aurez compris, nous vous invitons à aller voir Bernadette de Lourdes au Dôme de Paris du 21 au 24 septembre. 4 jours de spectacle. Porte de Versailles. On ne reviendra pas. Et vous ne reviendrez pas. Jamais. Et vous ne reviendrez pas à Paris parce que vous serez en tournée partout en France en 2024. Donc, regardez sur le site de Bernadette de Lourdes. Les dates, ça passe forcément à côté de chez vous. Et c'est un vrai spectacle à voir. Merci Roberto. Merci infiniment. Merci à vous deux. À très vite. À très bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec Catherine. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain dans un premier temps dans la matinale, bien sûr, avec Jean-Marie Bordry et entre 12h et 13h. À bientôt. À bientôt, bonne semaine et bon dimanche à tous. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.